Bienvenue à tous, nouveau numéro d'International, l'émission en partenariat TV5 Monde et RFI Le Monde. Et ce dimanche, notre invité Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi vous inviter dans une émission comme International? Tout simplement, si j'ose dire, parce que vous avez joué un rôle important, central ou déterminant, on va en parler avec vous, dans l'engagement de la France et plus tard de l'OTAN en Libye. On va parler avec vous et avec Bruno Darroux de Radio France Internationale. Bonsoir. Et Nathalie Nogueret du journal Le Monde. Bonsoir. Alors, engagement donc, qui va entraîner plus tard la chute du colonel Kadhafi. Vous publiez aux éditions Grasset La guerre sans l'aimer, le journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen. Un journal presque au jour le jour, du 23 février au 15 septembre et même jusqu'au 20 octobre, en fait, la date de la mort de Kadhafi. Alors, avant de revenir sur le rôle de chacun des acteurs de ce livre, vous-même, Nicolas Sarkozy, David Cameron, Hillary Clinton et beaucoup d'autres aussi, les acteurs et les combattants et les acteurs politiques libyens dans cette affaire. Avant, qui êtes-vous, Bernard-Henri Lévy? Eh bien, on essaie de le savoir avec Karine Barzegar, un portrait d'un homme engagé, parfois contesté, le portrait d'un intellectuel qu'on appelait dans les années 70 un nouveau philosophe. Je suis né en 1948 à Beni Suef en Algérie. J'avais 20 ans en 1968 et je tiens, aujourd'hui comme hier, l'épopée maoïste comme une des plus grandes pages de la récente histoire de France. En 1971, après l'appel fameux d'André Malraux, je suis parti pour le Bangladesh, d'où j'ai rapporté mon premier ouvrage. Nous sommes en 1977. Bernard-Henri Lévy n'a pas encore 30 ans. Assis sur les bancs de la Sorbonne, il déclame son autobiographie, celui d'un nouveau philosophe, d'un intellectuel engagé. Cette année-là, Bernard-Henri Lévy, dit BHL, entre sous les projecteurs. Il n'en sortira plus jamais. Les médias seront ses miroirs et ses armes pour servir ses causes. Journaliste et philosophe, écrivain et éditeur, acteur et cinéaste, il incarne à lui seul une sorte de cumul des mandats de l'intellectuel parisien, avec une ambition, entrer dans l'histoire, dans la lignée de ses héros, Malraux, Sartre et Camus. Comme eux, il choisit ses combats, ses terrains, souvent exotiques et épiques, comme l'Afghanistan, envahi par les chars soviétiques. BHL va à la rencontre des combattants et de leur chef, le lion du Panchir, Massoud. Le monde entier a aujourd'hui les yeux tournés vers la guerre en Afghanistan. Tout ce que nous voyons et nous entendons, y compris de la bouche du commandant Massoud, tout cela nous allons rentrer et le rapporter aux journalistes et aux hommes politiques. Je vais aller personnellement voir M. Védrine, le ministre des Affaires étrangères de mon pays, et je vais essayer de voir le président Chirac. BHL ne sera pas entendu. 3 ans plus tard, Massoud sera assassiné. Autre combat, autre cause, celle de la Bosnie, prise au piège des forces serbes. À coups de voyages, de films, de conférences de presse, BHL promeut la guerre d'ingérence, la guerre juste, sans succès. Au fil des années, il embrasse toutes les causes qui lui semblent justes. Les guerres oubliées d'Afrique, les femmes. Le cas d'Ayaan Hirsi Ali est un cas par excellence. Les artistes. Polanski, le fait d'être une vedette, ça ne le sert pas. C'est au contraire ce qui le dessert et le condamne. Un militantisme omniprésent, hyper médiatisé, qui agace. Ses meilleurs alliés, les caméras, sont aussi ses pires ennemis. Il sera souvent une cible facile. Coupable au mieux de platitude, d'approximation. Au pire, d'imposture, d'affabulation. Mais avec les printemps arabes, BHL tient sa revanche. En Libye, la rébellion se lève contre Kadhafi. Il sert d'intermédiaire direct entre le président français et les rebelles, les Massoud libyens, selon lui. La France intervient. Pour BHL, c'est l'accomplissement de toute une vie. 40 ans après sa première virée au front du Bangladesh, le militant philosophe a enfin remporté une guerre. Seule l'histoire lui dira si c'était une guerre juste, ou comme disait Godard, juste une guerre. Alors Bernard-Henri Lévy, une guerre juste, en tout cas c'est une guerre que vous avez, on peut dire, initiée, que vous avez menée de bout en bout. Et mettons les pieds dans le plat dès le début de cette émission. Quelles sont les motivations de la France pour entrer en guerre en Libye ? Les motivations de la France, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faudrait la poser au président de la République. Moi, mon sentiment, pour l'avoir plusieurs fois vu et pour lui avoir souvent parlé pendant toute cette période, et les verbatims de nos conversations sont dans ce livre, mon sentiment, c'est que, comme toujours, il y a eu des raisons mêlées. Il y avait, chez Nicolas Sarkozy, il y avait sûrement des calculs politiques, effacer le formidable loupé
de la réaction française face aux premières révoltes arabes, notamment en Tunisie. Rappelez-vous l'horrible phrase de Michel Alliot-Marie proposant d'envoyer des forces de sécurité pour porter secours, pour améliorer les performances de la police tunisienne. Mais je crois qu'il y a eu, c'est en tout cas mon sentiment, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, je crois qu'il y a eu chez Sarkozy quelque chose comme un sursaut de la conscience et une ambition qui était, c'est ce qu'il me dit et je crois que c'est vrai, je crois qu'il y a en tout cas tout lieu jusqu'à plus ample inventaire de le croire, il y a eu cette idée qu'il ne voulait pas être à la Libye ce que Mitterrand avait été à la Bosnie. Voilà, je crois qu'il a fait partie de ceux qui, au moment de la guerre de Bosnie, ont été bouleversés par choqués, disons. Pour rappeler que Mitterrand avait été à Sarajevo, mais que finalement la France n'était pas intervenue. Mitterrand avait été à Sarajevo plus pour noyer le poisson que pour sauver les Bosniaques. Et Sarkozy, celui qui était à l'époque un jeune ministre du budget, je crois qu'il a pris la mesure de cette forfaiture et qu'il avait dans l'idée, dans l'esprit, le projet de ne pas répéter cette erreur française-là. Bruno Darroux. Pour revenir à votre rôle, Bernard-Henri Lévy, avec le recul, est-ce que vous vous dites que finalement vous avez été un accélérateur de l'histoire et que le président Sarkozy et la France avaient en tête déjà d'intervenir en Libye, ou que vous avez accompagné, vous parliez de raisons mêlées, que vous avez accompagné cette volonté d'engager la France pour protéger les populations civiles? Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret ni des cœurs ni des chancelleries. D'abord, je ne sais pas ce que la France avait en projet avant que je ne téléphone au président de Benghazi. Par définition, je ne le sais pas. Deuxièmement, ce que je sais, c'est que tout état-major, par définition, c'est son métier, a des projets sur tout. Le jour où on ouvrira les archives de l'état-major français au début de l'année 2011, on s'apercevra qu'il y avait toutes sortes de projets plus plausibles les uns que les autres. Au moment où vous téléphonez la première fois au président Sarkozy, je crois que c'est le 5 mars, il a l'air déjà très... D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, très au courant. Il connaît beaucoup de choses. Donc, vous ne lui apprenez pas la situation. Non, pas au téléphone. Au téléphone, on n'a pas eu le temps, puisque la folie de cette histoire, c'est que tout a commencé tout de même par une conversation téléphonique qui a duré 3 fois 45 secondes. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'aviser de son degré d'information. En revanche, quand je le vois le surlendemain à Paris, il est au fait du dossier. Ce que je crois surtout... Mais à ce moment-là, est-ce que quand vous lui parlez, est-ce que vous vous dites finalement, il a déjà en tête, parce qu'il y a certains commentaires aujourd'hui qui disent que dès le mois de février, le président Sarkozy avait décidé d'engager la France en Libye. Je suis incapable de... D'abord, on n'engage pas la France comme ça. Encore faut-il qu'on vous le demande. La France n'allait pas décider d'aller bombarder la Libye comme ça parce qu'elle en a envie. Encore fallait-il que le Conseil national de transition, qui venait de naître et dont j'ai assisté à sa naissance, encore fallait-il qu'il le demande, premièrement. L'acte essentiel, le vrai premier acte de cette affaire, avant la décision de Sarkozy de saisir le Conseil de sécurité, c'est la décision des Libyens de demander à la communauté internationale et à la France de les aider. Ça, c'est la première chose. Donc, quel que soit... Moi, je suis tenté de vous dire, mais ça me gêne un peu mais je suis tenté de vous dire que quel que soit ce qui était déjà projeté, rêvé, souhaité par la France, il manquait en tout cas un chaînon essentiel. On fait pas ou alors on fait l'Irak, mais on va pas comme ça, on s'invite pas chez les gens en allant les libérer sans qu'ils l'aient réclamé. Donc il manquait en tout cas le lien avec le Conseil national de transition. Ça, je le sais. Et là, vous estimez que vous avez joué un rôle quand même important? Non, j'estime pas. J'ai amené les gens du Conseil national de transition à Paris et je les ai amenés dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Vous avez servi d'intermédiaire en quelque sorte entre voilà, oui, c'est un rôle très modeste. Vous arrivez sur le dossier libyen le 5 mars par ce coup de téléphone à Nicolas Sarkozy. Vous faites abstraction dans votre ouvrage, mais vous le reconnaissez là, vous venez juste de le faire à l'instant de façon assez honnête, que tout ce qui précède cette date-là, tout ce qui se déroule au plan diplomatique, au niveau des discussions entre les pays occidentaux sur une éventuelle intervention en Libye, vous échappe, vous n'en connaissez pas la teneur. Or, dès le 21-22 février, il y avait des appels à l'ONU de diplomates libyens qui avaient fait défection, qui demandaient une intervention avec une zone d'exemption aérienne.
Idée qui, dans l'analyse qu'en fait assez rapidement l'Élysée, en fait, doit se coupler, être accompagnée de frappes. Sans mandat. C'est-à-dire, je ne suis pas informé de cela, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont fait, défection du régime. Oui, mais ils ne sont pas mandatés. Ce sont des défecteurs du régime qui ont fait défection sur un sursaut de la conscience, mais enfin qui sont mandatés par... Le jour où le président Abdel Jalil m'autorise à transmettre, le président du CNT m'autorise à transmettre de sa part au président Sarkozy un message. Le jour où il me donne son accord pour que j'amène à Paris 3 membres du CNT, le jour où il m'autorise à les amener dans le bureau de Sarkozy, là, c'est pas un diplomate qui a fait défection. C'est le président du Conseil national de transition qui vient d'être investi quelques minutes plus tôt de ce rôle qu'il a jusqu'à présent, d'être l'incarnation de la résistance libyenne. Donc là, on n'est pas face à un diplomate qui aurait fait défection, on est face à... Il y avait une discussion très très intense des deux côtés de l'Atlantique sur l'idée d'une intervention en Libye avec comme base comme il y a aujourd'hui des zone d'exemption aérienne. Oui, bien sûr, mais il y a eu surtout des discussions très intenses au sein de la Ligue arabe. Et la France a déployé des sous-marins nucléaires près des côtes libyennes une semaine avant que vous n'arriviez à Benghazi. Mais la question que je voulais vous poser, c'était... Vous avez très bien expliqué que Nicolas Sarkozy a cherché sans doute à se rétablir avec l'affaire libyenne, se rétablir de son ratage sur la Tunisie. Je voulais vous poser la même question, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment de vous rétablir d'une certaine façon au plan du combat pour les valeurs dans le monde arabe? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas raté l'épisode de la Tunisie sur lequel on ne vous a pas beaucoup entendu? Et la répression a duré plusieurs semaines. Mais sauf que moi, je ne suis pas un État, je n'ai pas obligation. Non, mais je n'ai pas obligation de me faire entendre. Je n'ai pas obligation de me faire entendre sur tous les sujets, et je ne suis pas une diplomatie mondiale à moi tout seul qui aurait raté la Tunisie et qui chercherait à se rétablir sur la Libye. Attendez, moi je suis un écrivain. Sur la Tunisie, j'ai dit tout de suite ce que j'avais... Vous êtes un écrivain qui laissait entendre que vous avez déclenché la guerre de Libye. D'abord, je laisserai en entendre. C'est le portrait que vous avez confectionné qui le dit. Moi, je dis que sur la Tunisie, j'ai fait mon métier, j'ai écrit un bloc-notes, j'ai ouvert la règle du jeu à l'opposition tunisienne immédiatement. J'ai lancé un appel au soutien des hackers qui, quelques jours avant la chute de Ben Ali, demandaient de hacker tous les sites officiels du régime. Voilà. En Libye, j'ai pas cherché à faire mieux en Libye qu'en Tunisie. Le hasard a fait ce bienveillant hasard parfois, qu'en effet, j'ai été sur place face au président du CNT au moment de la nuit la plus profonde, quand ça allait le plus mal pour les Libyens. Et voilà, et j'ai transmis, c'est tout, j'ai pas fait... Justement, comment ça se passe? Parce que vous dites justement, voilà, je suis pas un politique professionnel, je suis pas un diplomate professionnel, je suis donc un intellectuel engagé. Quel est le critère qui fait que sur certains combats, vous allez vous porter au devant de ce combat et essayer de l'incarner d'une manière ou d'une autre, et sur d'autres, vous allez être plus en recul? Quels sont les critères? Là, vous parlez du hasard, mais enfin, j'imagine que c'est pas le seul critère que vous avez en tête. Non, bien sûr, mais vous savez, il faut être très modeste là-dessus. Il n'y a pas de... Là encore, je veux dire, un individu, un écrivain, c'est pas une machine robotisée qui a des critères et des paramètres. Là, le critère, c'est que je le raconte très, très loyalement, enfin avec probité. J'ai vu des images qui m'ont horrifié. Et comme plusieurs fois dans ma vie, mais pas tout le temps. Un intellectuel peut pas, un individu peut pas être partout. Là, j'ai décidé d'aller y voir. J'ai décidé d'aller. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous l'horreur des images. L'horreur des images. Alors après, il y a les critères dont on est conscient, et puis il y a quelque chose, mais ça, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, qui travaille en vous à votre insu. Ce que je raconte dans ce livre, c'est que, mais ça je ne le savais pas à l'époque, c'est qu'il y a des choses que j'allais découvrir par la suite, qui sont liées à mon histoire personnelle la plus intime, à ma généalogie familiale la plus secrète, y compris à mes propres yeux, qui probablement me poussaient par derrière. Si vous permettez, Bernard-Henri Lévy, vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée le Conseil des institutions représentatives juives en France, face à un public en majorité juive qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandait de se porter au secours de ces révolutions arabes. J'ai dit à ce public qu'on ne pouvait pas s'être à juste titre honoré de soutenir un État démocratique au Proche-Orient qu'est Israël, et lorsque d'autres pays viennent frapper à la porte de la démocratie, leur fermer la porte au nez. C'est ça que j'ai voulu dire, et bien sûr, j'ai dit exactement que c'est d'abord le militant des droits de l'homme depuis 40 ans à qui le spectacle d'une répression aussi barbare est insupportable. Deux, c'est le français. Il était très important pour moi que mon pays, la France, que j'aime comme tous les Français, avec patriotisme, se porte en première ligne d'une défense d'une révolte dans le monde arabe. Et troisièmement, je disais à ces gens qui étaient là, à ces amis, que la métaphysique juive, telle que je l'entends après Emmanuel Lévinas et d'autres, commande de tendre cette main. D'accord. Nathalie Noguered. Est-ce que, dans le récit que vous faites de cette guerre et du rôle que vous pensez y avoir joué, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression d'agir comme une formidable boîte d'écho, de résonance médiatique pour le compte de Nicolas Sarkozy, en faisant abstraction et en le valorisant? Vous avez amplement salué son action et vous avez incité les opposants de Benghazi à vanter aussi publiquement l'action de Nicolas Sarkozy. Et tout cela en faisant un peu abstraction des autres acteurs internationaux sur ce dossier qui ne figurent guère dans votre livre. Je parle de Cameron, je parle aussi du rôle américain qui a été fondamental pour l'adoption de la résolution qui a autorisé l'emploi de la force. Vous êtes dans un échange d'avantages avec Nicolas Sarkozy, vous valorisez son action et lui en échange vous laisse exister, vous laisse faire venir à l'Élysée des opposants libyens. Et donc il y a une sorte d'échange de bons procédés. Voilà, il ne me laisse pas venir à l'Élysée avec des opposants libyens. Il accueille dans des conditions particulièrement dramatiques le général Abdel Fattah Younes qui vient le 13 avril appeler la France au secours et l'appeler à une nouvelle intervention. Il m'autorise à lui amener le 20 juillet les officiers libres de Misrata, ceux qui ont défendu la ville contre les chars qui étaient entrés en son cœur. Et je viens avec les commandants libres que j'ai fait sortir en effet de Misrata. Je viens demander au président de la République de leur donner les armes offensives qui leur permettront de prendre Tripoli. Parce que mon analyse à ce moment-là, analyse apprise sur le terrain, parce que j'en viens, c'est que c'est en effet l'armée de Misrata qui détient la clé de Tripoli. Donc il me laisse rien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous a laissé agir et laisser médiatiser tout cela, parce qu'en échange, vous alliez faire la publicité de son action? Écoutez, d'abord, la question, est-ce que vous n'avez pas été instrumentalisé d'une certaine manière par Nicolas Sarkozy? Mais peut-être, peut-être. Et après, je veux dire, face à l'énormité de ce qui se jouait là, sauver Misrata, entendre l'appel. Moi, le rôle, si j'ai joué un petit rôle, il y a eu 4 choses. La réception du CNT en mars, Younes en avril, les combattants de Misrata dans le bureau de Sarkozy encore le 20 juillet, et puis le Sénégal, c'est-à-dire la brèche dans le bouclier africain. Bien sûr que j'ai tenu Nicolas Sarkozy informé en temps réel. Bien sûr que je ne faisais pas un pas sans le prévenir. Je suis fidèle à mon pays, à ses institutions. Je ne joue pas avec des choses pareilles. Donc je n'ai jamais fait un pas sans le prévenir. Est-ce qu'il m'a laissé faire parce qu'il pensait que le jour venu, je chanterais sa louange? Très bien. Je vous laisse. Pendant l'opération, vous avez changé ça. Je vous laisse la responsabilité de l'analyse. Je crois qu'il m'a laissé faire parce qu'il pensait à chaque fois, en chacune de ces 4 circonstances, il pensait que ce que je proposais valait la peine d'être tenté. Et vous avez là l'exemple, en effet, un peu bizarre et un peu hors norme, d'une alliance entre un écrivain et un président qui n'ont pas grand-chose pour s'entendre, qui ne s'entendaient pas avant, qui ne s'entendront pas après, mais qui se sont retrouvés dans ce devoir sacré d'aider un peuple écrabouillé. On s'interrompt 2 minutes pour une page d'info, on se retrouve tout de suite après. Mais oui.